N'oubliez pas qu'il y a 2 places à gagner pour Ares14 sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Voilà, on passe à cet épisode d'Ares qui a la particularité, d'après quelques auditeurs taquins en message privé, d'avoir le poster qui ressemble un petit peu à l'écusson de la police. Je vous laisse regarder par vous-même. Alors, c'est un clin d'œil d'autant plus amusant qu'il y a les couleurs de la France, mais qu'il n'y a pas tant de Français que ça sur la carte. Voilà, on va en parler. Let's go. Perfect shot. Les amis, je voulais commencer ce podcast en vous remerciant, vous, les abonnés, les auditeurs, voilà, les followers sur Twitter, sur Insta, sur Facebook, sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, toutes les plateformes, même Discord. Voilà, merci pour votre force, merci pour votre soutien. J'ai une communauté en or. Je tenais vraiment à vous faire cette petite parenthèse sincère. C'est très rare que je reçois des messages négatifs, enfin négatifs, on va dire constructifs, mais qui ne soient pas d'humeur positive. Et ça m'aide aussi à me remettre en cause sur certains sujets. Ça a été le cas. Et je me suis remis en cause sur certains sujets. Donc ça m'a fait très plaisir que une ou deux personnes viennent m'en parler, on va dire de manière franche et bienveillante. Ça m'a fait vraiment plaisir. Sinon, je reçois toujours autant de messages positifs. Donc ça, c'est cool. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus et tout. Mais je voulais juste voilà, vous faire une petite dédicace à vous, tous qui écoutez au travail, dans les camions, je sais pas, à la plonge avec vos écouteurs, à l'entraînement, en train de courir, devant votre télé, devant votre ordi. Je reçois plein de photos là à chaque fois que vous écoutez. Franchement, ça donne grave de force. Ça donne grave envie d'avoir des super invités par la suite. Déjà que les invités sont vraiment exceptionnels. Ce qui est cool quand on fait des vues, quand on a des likes, quand on a des commentaires, quand on crée du contenu et qu'on a une communauté vivante, ce qui est cool, c'est que ça donne envie à d'autres acteurs de venir dans le podcast. Et là, par exemple, je vais la garder au chaud. J'ai une super surprise. Je vais la garder au chaud jusqu'à ce que ça se fasse parce que ça me paraît tellement ouf que même moi j'ai du mal à y croire. La deuxième chose, c'est vous m'avez beaucoup, hein, vous m'avez beaucoup demandé Abdel Kaznadji. Ça va peut-être se faire. Ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai invité au podcast, je venais d'inviter Benjamin Sarfati. Clairement, le timing était pas bon, donc il m'a pas répondu sur le coup. Là, il m'a répondu. Je pense qu'on va laisser passer un peu de temps et ça va se faire, donc ce sera cool. Le prochain invité sera sûrement Yanis Gemouri, combattant du Brave, 11 victoires et 1 défaite, ancien cornerman et ami et sparring de Faresiam lorsque celui-ci est ici au climax. Donc voilà, les nouvelles sont bonnes, ça continue. Maintenant, j'ai un deuxième point important à vous faire après les remerciements que je tenais à vous faire. C'était très important pour moi, mais là, j'ai une autre chose à dire. Pourquoi? Je vais faire un point important concernant les orgas dont je fais la promo. Pourquoi je parle si souvent d'Ares? Alors, c'est important, je pense, c'est un moment où c'est important de le faire, parce que je dépends de personne, je suis autonome, il n'y a personne qui me paye pour faire des podcasts, il n'y a personne qui me fait des avances, on va dire, qui me brosse dans le sens du poil, il n'y a rien de tout ça. Moi, tout ce que je voulais vous dire, c'est donner des critères, pourquoi je travaille plus sur une orga qu'une autre, etc., etc. J'aime bien. J'ai envie d'être un petit peu transparent. Si je le fais, c'est parce que j'ai conscience que je parle beaucoup d'Ares. Donc si je le fais, c'est parce que d'un certain sens, c'est important pour moi de clarifier quelque chose qui est un fait. Donc la première raison, déjà, outre le fait que ce soit mensuel, du coup, tu en entends plus parler que les autres, qui du coup font moins de dates. Donc ça, c'est clairement une chose qu'on ne peut pas m'enlever, qui vient pas de c'est pas de ma faute. La vraie première raison, c'est que j'aime bien la formule, tout simplement. Voilà, c'est mensuel, il y a un roster de combattants qui revient souvent. Les ceintures ont été mises en place très tôt, donc on s'attache à des combattants. Moi, j'ai une communication qui est fluide avec le staff, en général, en sous-marin, en mode de diffusion, ça me convient. J'ai des infos, j'ai même des infos que parfois je ne devrais pas avoir. La plupart du temps, ça aide beaucoup parce que, par exemple, si j'ai des infos 15 jours avant, on va dire que je peux bosser une petite semaine dessus. Voilà, tous les soirs, 10 minutes, 15 minutes, et le soir, et le sortir une semaine avant. Un petit peu comme là, quoi. Sauf que là, j'ai perdu le premier podcast. Donc voilà, ça c'est pour Ares. Ensuite, j'ai quand même bossé déjà avec Hexagone. J'ai fait un podcast sur Hexagone. J'ai fait 2 interviews avec Laurent Pourru. En termes de communication, c'est pas toujours évident à avoir des infos. Et ils ne relaient pas forcément quand je fais un truc sur eux. Clairement, ils ont même pas du tout relayé, quoi. Donc, à savoir aussi que leur mode de diffusion n'aide pas.
J'ai pas vu les 2 derniers événements à cause de ça. Donc ça pourrait changer, hein. Moi j'aime bien, ils bossent leur matchmaking avec Mathieu Nicourt, ils ont fait rentrer Mehdi Ben Lagdar. Il y a des idées, il y a des lieux intéressants. Mais comme la communication, c'est pas au top top, même si je m'entends bien avec le président Laurent Pourru, je le répète, il est venu 2 fois dans le podcast. Voilà, j'ai l'impression qu'en termes d'attractivité, c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Et eux ne relaient pas. Et en plus, j'ai pas vu les 2 derniers événements parce que ça passe pas sur une chaîne que je connais bien. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Pourtant, j'aime bien Hexagone, j'aime bien. J'aurais bien aimé continuer sur ma lancée. Concernant le MMA-GP, bah j'aime bien, clairement j'aime bien. Les cartes sont très attractives depuis un moment, c'est excellent. Mais j'ai pas forcément toutes les infos en temps et en heure. Du coup, je suis pas dans le coup pour sortir un truc à temps. Je l'ai fait une fois, ils ont vachement apprécié, ils ont vachement relayé, donc c'est vraiment cool. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est qu'ils relayent le contenu. J'ai fait du contenu MMA-GP, j'ai présenté un événement, ça a été super bien accueilli. J'ai fait une interview Florent Burillon. Alors là, c'est celle qui a fait le plus de vues sur mon podcast. C'est clairement celle que vous avez le plus appréciée, je pense, après Benjamin Sarfati et tout. Et aussi Laura Saint-Denis. Et j'ai fait aussi les propos relayés de Pavel Klimas qui ont été super, super appréciés. Et en plus, ils ont relayé grave. Clairement, le MMAGP, ils ont une bonne communication. Et ils ont des bons moyens, ils sont des bons communicants. Donc j'ai rien à dire là-dessus. Moi, j'aimerais bien y revenir à l'avenir, j'aimerais bien y revenir. Voilà, parce que clairement, ils sont joueurs, ils jouent le jeu. C'est facile en termes de diffusion parce que ça passe sur des grandes chaînes. Mais voilà, c'est pas mensuel. J'ai pas forcément les combats en avance. Donc, grosso modo, voilà pourquoi Ares et un petit peu moins les autres. C'est généralement pour une raison de communication, d'information et le fait qu'ils sortent un événement mensuel que j'ai pris cette routine dans mon planning. Côté international, quand même pour les citer, il y a le Bellator. J'ai essayé, ça n'intéresse pas grand monde. J'ai de toute façon pas le temps parce que bah, j'aime bien aussi, ce que j'aime bien aussi, c'est les interviews. Au final, je rappelle également que je suis tout seul à bosser sur MMA Club Podcast et que j'avais déjà annoncé très tôt mon intérêt pour UFC et Ares. Donc, j'ai pas changé de trajectoire en termes de contenu. Mais voilà, je comptais quand même à ouvrir et fermer une petite parenthèse qui, ma foi, était quand même longue. Ares 14, c'est au total, grande première, 4 combats féminins, tous très explosifs, 10 combats au total, 3 ceintures, il y a donc matière à discuter. Cela dit, j'ai déjà enregistré une fois ce podcast et je l'ai perdu, donc ne vous y détrompez pas, je suis quand même dégoûté de le refaire, j'ai certainement 50% du contenu initial qui ne me reviendra pas en tête, j'ai pas la motive de refaire un travail de fond et je m'en excuse. Mais on va faire au mieux pour tenter de vous présenter cette carte attractive avec Mika Lebou qui tentera de venger la France contre l'Argentine en s'emparant de la ceinture welterweight face à Laureano Staropoli, dit Pepi. Et je m'arrêterai là, je n'irai pas plus loin. Ce qu'il y a de fou avec ce combat, c'est que d'un côté, il y a Mika qui a quasiment 1 an. Il se relance contre Kevin Ruhart sans trop être à fond, ni dans sa prépa, ni physiquement, il l'avait dit lui-même. On ne sait pas trop s'il y aura un après. En face de lui, c'est Staropoli qui se relance aussi, mais parce que l'UFC n'a pas fonctionné comme il aurait espéré, il est à Ares et ils s'affrontent tous les deux pour une ceinture. Donc, leur parcours à Ares, c'est convaincant jusqu'à la ceinture, clairement, pour l'Argentin qui se refait une jeunesse au Ares après un passage à l'UFC. Il a obtenu 2 victoires. Il a eu ensuite 4 défaites. Il a rebondi donc en France. Et après 2 victoires, il se retrouve en face de Mika Lebou. Il lui aura disposé de Karla Moussou de façon convaincante. Puis du move de Abdul Abduragimov fait que du coup on les retrouve pour combattre à la ceinture. Son passage à l'UFC, il remonte à beaucoup plus longtemps. Il faut remonter à 2015. Depuis, il a bourlingué. Il a bourlingué proprement dans un tas d'organes qualitatifs. L'Octagon, qui est certainement l'organisation numéro 2 en Europe, on va dire. Le M1, le MMAGP, UAE Warriors. Donc c'est cool. Franchement, fin de carrière ou pas, il est sur une dynamique qui est très positive. Et c'est cool pour nous de le voir profiter de cette fin de carrière à fond devant son public depuis 2-3 combats. C'est une chouette récompense pour nous, mais je pense que c'est également une chouette récompense pour lui. Je crois que si mes souvenirs sont bons, il avait dit à un moment donné un truc du genre qu'il avait eu le déclic à l'annonce de l'UFC en France. La ferveur, le fait qu'on soit légalisé en France et tout, ça l'avait vachement remotivé, ça l'avait vachement inspiré à revivre ça à une autre échelle. Donc voilà, du coup, on l'a en ARS pour une ceinture et moi, je trouve ça génial. Ma petite analyse de comptoir, pour le coup.
c'est que Mika Lebou, il arrive à épuiser ses adversaires en forçant à beaucoup se déplacer pour trouver des ouvertures. Lui qui s'économise correctement en travaillant en contre. Il a une défense de striking qui est très efficace. Il a un timing qui est parfait en contre. Il a montré qu'il avait encore un gaz de fou dans les derniers rounds. Staropoli, à l'inverse, il a dû commencer à se montrer moins lucide et à montrer des signes de difficulté. On l'a vu contre Damiani lors de la fin du 3e round. Donc pour les championship rounds, ça risque d'être quelque chose d'un petit peu compliqué. Moi, je me dis que justement, ces 2 rounds-là, les championship rounds, ils seront pour Lebou, qui a une gestion d'énergie élaborée. Il a généralement prouvé qu'il avait aussi su saisir les opportunités de finir les combats par soumission. Et je l'aurais bien vu terminer ce combat avant la limite. Le truc, c'est que Staropoli a quand même une sacrée longévité. Il a été fini une seule fois au début de sa carrière. Et quand on regarde toutes ses défaites à l'UFC, c'est à la décision contre Dolidze, contre Salikov, contre Min, contre Pickett. Donc le mec est quand même difficile à terminer et surtout de plus en plus difficile à terminer. Donc ceci étant dit, je pense que Mika Lebou va gagner par décision, un petit 48-47. Peut-être en perdant les 2 premiers rounds ou en étant, on va dire, à niveau égal. Donc voilà, moi je le vois surtout empocher les 2 derniers rounds et du coup, voilà, gagner par décision. Ensuite, on a le combat d'Ivana Ciric contre Evelina Wozniak. Ce combat, je le trouve très intriguant. Je sais que vous êtes nombreux à ne pas donner énormément d'intérêt et de force au MMA féminin. Mais là, clairement, il faut regarder parce qu'il y a énormément de techniques. Si vous aimez le MMA dans tous les compartiments, bah, vous allez être servi en fait. C'est une belle ceinture. C'est une KT, là, c'est la KT de notre Alex Tekena. Donc voilà, il y aura des intérêts dans le futur. Donc faites l'effort, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. 2 strikers de qualité, même si c'est pas forcément là qu'on les attend. Il y aura quand même beaucoup de cœurs debout, donc au détriment d'une qualité d'élite. Là-dessus, c'est clair. Mais encore, je suis un peu dur. Hein. Clairement, après, je sais qu'elles présentent une grande adaptabilité dans leur game plan et des ajustements dans la cage, que ce soit du coup debout, en striking ou au sol. Mais oui, voilà, clairement, leur domaine de prédilection, à toutes les 2, hein, c'est un petit peu le sol, c'est un peu des tueuses. En fait, c'est peut-être pas forcément leur domaine de prédilection, mais c'est là où elles se sont super bien avancées. Ça cherche constamment à finir. Les stats le prouvent. On a 9 finishes sur 13 combats. Les 2 combattantes réunies, bien sûr. Avec une seule défaite dans le lot. Donc, c'est Wozniak qui a perdu un combat à Ares. Pas mal de KO pour Ciric, qui pourtant ne dégage pas une énorme puissance. Et 4 victoires sur 5 pour Ciric, avec un total de 5-0. Donc, 4 victoires sur 5 avant la limite. Et 5 victoires sur 7 avant la limite pour Wozniak, avec un total de 7 victoires et une défaite. C'est quand même propre, ça, franchement ça vaut le coup. Le détail important, c'est que Ciric, elle est dans son royaume. Wozniak, elle monte, elle vient des strawweight, elle vient de 52 kg, et là elle va combattre à 56 kg. À l'époque où Ciric, pour vous donner une idée, elle était allée en bantam, elle avait pris une split difficile, ça avait même fini plus en catchweight qu'autre chose. Donc les changements de KT sont pas à prendre à la légère. Surtout chez les femmes où il y a du coup beaucoup moins de KT, où clairement voilà, les poids sont vachement plus resserrés que pour les hommes. Ciric Petrovic, elle est 52e mondiale devant Veronica Hardy qui est déjà à l'UFC. Wozniak est 28e mondiale en strawweight et devant elle se trouvent Tabata Ricci et Poliana Viana qui sont toutes les 2 déjà à l'UFC, bien ancrées en plus. Autant dire qu'elles sont pas loin des portes de l'UFC. En cas de succès ce soir, c'est un argument de plus pour vous dire de regarder ce combat. Donc pour moi, la puissance, l'agressivité sont un petit peu du côté de la polonaise. Mais l'intelligence de combat, la résistance, l'adaptabilité au style de l'adversaire sont aux côtés de Petrovic, la championne. Je pense qu'elle pourrait perdre par soumission si elle était amenée à perdre ou à se retrouver en difficulté. Mais là, elle a cette aura d'invincibilité. Moi, je la vois bien rester championne. Je vois bien une grosse soumission dans les championship rounds et direction l'UFC. L'une comme l'autre, si elle gagne, je vois une soumission. Voilà, je sais pas. Ciric Petrovic qui a résisté aux pires frappes de Tekenia. Je la vois pas perdre par KO ou TKO venant d'une fille qui vient des strawweight. Voilà, après je peux me tromper, mais comme toujours, comme je me trompe souvent d'ailleurs. Mais voilà, je vois le combat terminer une petite soumission d'un côté ou de l'autre. Avantage Ciric pour moi. Ensuite, on va parler d'un autre combat.
on va parler d'un combat qui concerne Monsieur Ahmed Salamov, parce qu'il est éloigné des cages, mais c'est lui le champion actuel de la catégorie middleweight. Il a déjà battu en plus un des deux opposants de ce prochain combat, qui concerne Robert Valentin et Pietro Penini. Voilà. Donc pour Robert Valentin, ça avait été un beau combat, hein. Ça avait été compliqué que sur la fin, mais ça avait été très équilibré. Je vous ai souvent parlé de Robert Valentin contre Pietro Penini, parce que les deux se sont déjà affrontés déjà. Le combat avait mal fini. Il y a eu le coup illégal de l'Italien, Valentin qui était dans le dur. On ne sait pas s'il a trouvé une porte de sortie, mais il n'a pas pu reprendre. Il y a eu, je crois que c'était un coup de coude. L'Italien le narguait, ça a mal fini. C'était pas super en termes d'esprit sportif. On a vu mieux avec la fatigue et tout, l'engagement. On peut les pardonner, hein, l'un comme l'autre. Dans ce combat, on avait l'Italien qui avait eu lui aussi un moment difficile, surtout au début du combat. Il avait réussi à retourner le combat, donc c'était vraiment un magnifique combat. Un peu pareil que Petrovic-Wozniak, on va manger du MMA dans tous ces domaines. Voilà. Ce ne sera pas un grind de lutte pendant 15 minutes. Ce ne sera pas deux gars qui vont rester debout. Ça risque de partir dans tous les sens, surtout avec Valentin qui, je pense, privilégiera un jeu au sol. Après avoir testé le striking de l'Italien dans le premier combat, à mon avis, il va se rendre compte qu'il est beaucoup plus durable que ce qu'il avait pensé. Donc voilà, moi je voyais Penini perdre au premier combat. Et la façon dont il est revenu des enfers, j'ai un petit peu douté sur l'issue de cette revanche. Elle aurait dû avoir lieu au président Ares, mais ça a été décalé. Et en plus, je pense que le vainqueur de ce combat aura un title shot contre le vainqueur de Rafael Haratic contre Shigemoto. Ce qui donne encore plus d'intérêt au combat, parce qu'on sait que Haratic a perdu contre Abdul sur 30 secondes de trop, sinon il serait déjà champion Ares. Ça donne encore un peu plus d'attrait d'envisager le revoir combattre en France. Donc voilà, là je vais dire Pietro Penini, TKO, 3e round. Mais j'aime bien Robert Valentin. Je le voyais favori au départ. C'est très indécis, mais j'ai l'impression que quand il a des petits problèmes pour finir les combats et que son striking ne suffit plus, s'il n'arrive pas à emmener son adversaire au sol, il n'a plus de solution. Donc je vais miser sur Pietro Penini cette fois. Rapidement, sur cette carte, on notera le retour de Jackie Jeanne, toujours devant son public. Il a cette résilience qui l'accompagne. Il faut s'attendre à un combat passionnant avec certainement des retournements de situation comme il a l'habitude de nous offrir. Il a fait beaucoup de sol dernièrement, on l'a vu sur Instagram, il a beaucoup grindé sa lutte, il a beaucoup grindé son JJB. Donc moi je serais... Mais c'était déjà le cas avant d'affronter Virgil Haugen. C'est peut-être un peu juste. Là je serais pas surpris qu'on commence à y voir des évolutions. C'est souvent ce qui lui avait fait défaut, notamment contre Hugo Guyon, c'était passé de peu. Contre Virgil Haugen, impossible, ça n'a pas pu passer. Donc voilà, je le salue et je lui souhaite beaucoup de succès. Concernant le reste de la carte, j'ai pas le courage de tout refaire. Je vous jure que perdre un podcast où il y avait un mot sur tous les combats, même un petit truc de rien du tout, voilà, ça m'a mis un petit coup au moral dimanche soir quand je me suis rendu compte que mon podcast avait disparu quand je voulais le mettre en ligne. Donc je vous dis de suite, je ne referai pas Adesanya contre Pereira, je suis désolé. Mais moi, c'était trop solide pour être refait, ça demande trop d'énergie. Sur ce, je vous retrouve vendredi soir dans le chat Discord pour l'événement Ares 14. J'ai très très hâte d'y être. Ne ratez pas l'interview d'Ivana Ciric qui concerne son combat. Donc c'est cool, abonnez-vous, merci pour les abonnements récents, vous êtes les bienvenus. Et moi, comme d'hab, je vous fais des gros bisous.